I can't think of anybody that wouldn't want to be part of this project. It's going to be, without a question, the single most extraordinary piece of work that begins in the first quarter of the 21st century. My immediate reaction was, what the hell is this? That he is planning to invest $500 billion in it. What if it goes wrong? It could bankrupt the country. But no one's allowed to criticize. The killing of Jamal Khashoggi was a premeditated murder, and they're now telling CNN. En janvier 2021, Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, annonce un projet ambitieux et visionnaire. L'idée est simple. Prenez une ville et transformez-la en une ligne de 170 km de long, bordée par 2 murs géants avec des surfaces réfléchissantes. Ce projet fou, c'est The Line, une ville abritant 9 millions de personnes sur 34 km² à zéro émission de carbone, 100% durable, sans route ni voiture. Bienvenue dans le futur, ou pas. Comme mentionné, The Line est composée de 2 parois réfléchissantes, d'une hauteur de 500 mètres chacune. À titre de comparaison, et pour rappel, notre chère Tour Eiffel ne mesure que 300 mètres, plaçant ainsi The Line comme étant le 13e monument le plus grand du monde. En ce qui concerne la longueur de ces parois, elles feront chacune 170 km de long, ce qui représente plus du double de la longueur du Luxembourg qui en fait 82 km. Concernant la partie intérieure, la ville se décompose en 3 niveaux. Au plus haut, on retrouve la couche piétonne. Comme indiqué, cette couche est exclusivement dédiée aux piétons, sans voiture ni rue. Ensuite, on retrouve la couche service qui abrite toutes les installations de services quotidiens comme les écoles, les cliniques médicales et les équipements de loisirs. Et enfin, tout en bas, on retrouve la couche spine, couche dans laquelle se situent tous les moyens de transport pour se déplacer dans la ville. Mais l'élément le plus important de cette couche est sans aucun doute le train ultra rapide qui y réside, reliant les différents modules de la ville. Conçu pour traverser la ville en 20 minutes, à plus de 500 km/h, ce train sera le principal moyen de locomotion de The Line. Comme expliqué précédemment, la ville se décompose en modules, des communautés interconnectées pouvant accueillir 80 000 personnes. On peut voir ça comme des quartiers. Ces modules sont composés de lieux de résidence, de magasins, de lieux de loisirs et de toute autre structure nécessaire. L'idée avec ces modules est de permettre à chaque habitant de se retrouver à 5 minutes à pied de n'importe quelle commodité. Contrairement à ce qu'on pense, l'idée d'une ville linéaire n'est pas nouvelle comme concept. En 1882, Arturo Soria y Mata, un ingénieur et urbaniste espagnol, excédé par les inégalités et injustices urbaines de son époque, a l'idée de créer à Madrid une ville de 53 km qui s'étendrait le long d'une voie ferrée. Cette ville serait composée de zones disposées de manière à minimiser les déplacements comme The Line. La ville aurait ainsi la forme d'une ligne, contrairement aux villes traditionnelles avec un centre dense. L'axe principal serait une avenue large où se trouve une ligne de tramway pour assurer la mobilité. La ville devait être divisée en 3 zones distinctes. Une zone centrale pour les services et les commerces, flanquée de zones résidentielles, elle-même entourée de zones industrielles et agricoles. À l'instar de la couche spine de The Line, la voie ferrée centrale relierait toutes les parties de la ville. La ciudad est conçue en différentes manzanas, s'étendant le long d'une avenue principale. Chaque manzanas serait divisée à son tour en diverses parcelles, et en chacune une fonction spécifique. Des parcelles sont par exemple réservées aux asiles, aux centres de santé, églises, imprimeries, écoles, etc. Et bien sûr, des résidences. Élaborée en 1902 par Ebenezer Howard, la ville-jardin, à l'instar de la ciudad linéale, cherchait à équilibrer les avantages de la vie urbaine et rurale. Pour expliquer l'idée derrière, Ebenezer part d'un diagramme appelé The Three Magnets, dans lequel il liste les principaux avantages et inconvénients de vivre en ville ou en campagne. La ville offre des opportunités nombreuses de travail et compte de multiples services, mais elle se traduit par une dégradation des conditions de vie des classes populaires. La campagne, quant à elle, permet une vie en harmonie avec la nature et une jouissance des ressources naturelles, mais conduit à l'isolement social et au manque d'emploi. Une solution à tous ces problèmes serait la création d'une ville-jardin, une sorte d'union des avantages de ces 2 magnets par la création d'un 3e magnet, la ville-jardin. La ville ferait 24 km, abriterait une population de 32 000 habitants et serait composée de 6 wards, ou secteurs en français, chacun comptant 5 000 habitants et accueillant en son centre une école et un lieu de culte. Chaque ward convergerait vers le centre de la ville,
Central Park, un immense jardin de 67 hectares. Le jardin serait entouré par un parc appelé Crystal Palace qui comprend de vastes terrains de loisirs facilement accessibles à tous les habitants. 1910 aux États-Unis, Edgar Chambliss est excédé par la congestion de la population, l'augmentation du coût de la vie et par l'accessibilité des transports. Il prend alors une carte et une règle et trace une ligne droite partant de New York à San Francisco. Sa ligne représente Road Town, une ville linéaire construite sur une ligne de train d'une hauteur maximale de 2 étages avec des transports ferroviaires souterrains. La ville serait traversée en son centre par le Boys Monorail, train avec des rails en bois et une vitesse estimée à 20 miles par heure, soit 32 km/h. L'idée m'est venue de coucher le gratte-ciel moderne sur le côté et de faire passer les ascenseurs, les tuyaux et les fils à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. J'entourerai le travailleur urbain d'arbres, d'herbes, de bois et de prairies, et le fermier de tous les avantages de la vie urbaine. J'avais inventé Road Town. Au début du XXe siècle, dans son plan voisin, Le Corbusier part d'un constat très simple. La ville moderne est une catastrophe. Plus précisément, le centre des villes est un moteur grippé. Paris manque d'hygiène, manque de lumière, la densité de population est trop importante et il est impossible de circuler tant pour les piétons que pour les voitures. La ville est malade et face à cette maladie, Le Corbusier a un remède, une ville nouvelle, saine où la circulation serait la plus simple possible. Le plan voisin. La ville serait comprise autour de 2 grands axes principaux, en forme de L, afin de permettre une circulation plus efficace de la population. La ville serait aussi divisée en 2 zones distinctes, à l'ouest la zone résidentielle et à l'est la zone de travail. Concernant le centre de la ville, la majorité des bâtiments seraient détruits et remplacés par des gratte-ciels cruciformes de 250 mètres de haut, avec des surfaces réfléchissantes, pour donner un style futuriste. Afin de garantir une visibilité optimale, que cela soit de l'intérieur ou de l'extérieur de la ville, le sol ainsi que l'espace urbain auraient une forme axiale. La ville doit se fondre dans la perspective. Enfin, au cœur de la ville serait placé un centre de transport multifonctionnel pour améliorer l'accessibilité et la mobilité. Tous les moyens de transport, métro, tramway, routes, etc. convergeraient en ce point central permettant des échanges rapides et efficaces entre les différents types de transports. Bien que The Line se vende comme la ville verte du futur, de nombreux experts restent sceptiques quant à la faisabilité et aux impacts environnementaux du projet. C'est le cas du professeur Philip Oldfield, directeur de l'université de Nouvelle-Galles du Sud de Sydney, qui a estimé que la construction de The Line produirait plus de 1,8 milliard de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à plus de 4 ans de l'ensemble des émissions du Royaume-Uni. Il a également été démontré que la construction de 2 parois géantes miroitées pose de sérieux risques pour les oiseaux migrateurs, représentant une menace pour les 2,1 milliards d'oiseaux migrateurs de plus de 100 espèces différentes qui migrent d'Europe vers l'Afrique en automne. Tous les problèmes que j'ai cités jusqu'ici n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'articles ou de sujets à la télévision, n'endommageant ainsi que très peu l'image de The Line. Mais que se passerait-il si une personne médiatique, excédée par le gouvernement et par ce projet inutile, prenait la parole, risquant ainsi de ternir la réputation du pays et par extension celle de The Line? Cette personne, c'est le courageux journaliste Jamal Khashoggi, et on peut considérer aujourd'hui qu'il est le principal responsable de la destruction de The Line. Jamal Khashoggi est un journaliste connu pour ses critiques de certaines politiques saoudiennes et de son dirigeant, le cher prince héritier Mohammed Ben Salman. En septembre 2017, ne se sentant plus en sécurité dans son propre pays, il décide de s'exiler aux États-Unis afin de continuer son métier de journaliste et de commentateur critique à l'égard du gouvernement. Il rencontrera peu après Atis Senzig, une auteure turque avec qui il va rapidement débuter une relation et qu'il demandera en mariage la même année, ce qu'elle acceptera par la suite. Problème, pour pouvoir se marier, Khashoggi doit obtenir certains documents officiels prouvant qu'il ne l'était déjà pas avant auprès du consulat saoudien d'Istanbul. Il s'y rendra donc une première fois le 28 septembre, puis à cause de délais de procédure, reviendra avec sa fiancée 4 jours plus tard, le 2 octobre. Vers 13h14, il entre ainsi seul à l'intérieur du consulat et sans le savoir, assassiné et découpé en morceaux. Jamal Khashoggi n'est jamais ressorti du consulat d'Istanbul. Le lendemain, le prince Mohammed Ben Salman prend la parole et déclare à Bloomberg News que le journaliste avait quitté le consulat après quelques minutes ou 1 heure,
rajoutant même que lui et son gouvernement n'ont rien à cacher. C'est bien étrange, car sa fiancée, Atis, l'a attendu pendant plus de 10 heures à la sortie du consulat. Comment ne l'a-t-elle pas vu si c'est vrai ? Bizarrement, le 20 octobre, le gouvernement saoudien change de discours et reconnaît que le journaliste était mort au cours d'une bagarre dans le consulat après avoir résisté aux tentatives de le ramener en Arabie Saoudite. Par la suite, l'ONU a accusé de ce meurtre les hauts responsables saoudiens, dont le prince héritier Mohammed Ben Salman. À l'annonce de cette nouvelle, certains des 18 experts internationaux du Conseil consultatif de Neom se sont auto-suspendus, ainsi que des architectes et ingénieurs parmi les plus célèbres du monde. Concernant les travaux, force est de constater que depuis 2020, ils n'ont pas vraiment avancé. Et ce n'est pas la première déception auquel fait face The Line. Selon Bloomberg, la ville qui était censée faire 170 km de longueur en fera en fin de compte 2,5. La population qu'elle devait abriter, qui devait être en 2030 de 1,5 million, sera en fin de compte de 300 000 habitants. Selon les experts, le problème n'est pas seulement la complexité du projet, mais aussi la situation financière. L'industrie du pétrole, qui finançait jusqu'ici le projet, a été affectée par une chute rapide du prix du baril, entraînant ainsi certains entrepreneurs du projet à retirer leurs travailleurs du chantier. D'ores et déjà, des responsables ont déclaré que certains des projets décrits dans ce programme seraient reportés au-delà de 2030. Parlons franchement, et en étant le plus clair et concis possible, le projet est un échec. Entre l'assassinat de Jamal Khashoggi, le désastre écologique que représente la construction d'une telle structure, ainsi que les échecs successifs subis par le projet, l'utopie s'est rapidement transformée en dystopie. Mais pourquoi ? Beaucoup semblent penser que c'est à cause de la localisation. Et c'est vrai, le lieu est un désert aride sans ressources aux alentours, obligeant ainsi l'importation. D'autres disent que c'est le fait de la situation géopolitique du pays. Il faut le reconnaître, la baisse du prix du pétrole soudaine, secteur qui finançait principalement The Line, n'est vraiment pas de chance. Enfin, d'autres avancent que ce n'était tout simplement pas le bon moment. Nous ne sommes pas assez avancés humainement pour arriver à de telles prouesses technologiques. Il nous faudra ainsi beaucoup plus d'années pour y arriver. Mais moi je ne pense pas. Je pense que l'échec on la doit à une personne, et cette personne c'est le prince Mohammed Ben Salman. L'idée d'une ville sans émissions de carbone et durable est vraiment une bonne idée, et c'est ce vers quoi nous devons tendre. Mais c'est sa vision surréaliste, sans compromis possible, combinée à son ego sans limite, qui ont provoqué la chute d'un projet révolutionnaire. Des questions demeurent ainsi. Le projet aurait-il été un succès s'il avait été porté par quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que l'échec est seulement dû à la zone géographique ? Ou encore pire, est-ce que le projet était voué à l'échec dès le départ ? Ce sont malheureusement des questions qui resteront sans réponse pour l'instant.